Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour du Vendée Globe, débrief un petit peu de tout ce qui s'est passé pendant cette nuit qui a été difficile, qui a été tendu. C'est le Cap Finistère, mais ça a été quand même un Cap Finistère assez costaud. C'est surtout que ils se sont pris... alors c'était pas une grosse tempête parce qu'on avait bien pire dans le Cap Finistère, mais il y avait quand même du vent et c'était pas possible d'éviter. Voilà, vous alliez vous prendre du vent. Donc c'est ça qui a rendu la course un petit peu compliquée pour les concurrents. Et je dirais que la journée va être venteuse. C'est vrai qu'on a eu un départ qui était très calme. Mais alors là, ça tartine pas mal. Hier, c'était une très bonne journée. Les bateaux ont été rapides. Il n'y avait pas trop de mer. Cette nuit, c'était un petit peu plus compliqué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si vous avez aimé ou pas cette deuxième journée de compétition. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et je remercie les gens qui le font. Et puis vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur notification sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. On commence tout de suite donc avec ce Vendée Globe, avec cette journée du Vendée Globe, une journée qui n'a pas été simple. On va essayer aujourd'hui de ne pas confondre Est-Ouest, comme hier. Eh, mais je confonds ma droite et ma gauche, donc c'est pas évident. Déjà, quand vous confondez votre droite et votre gauche, je suis obligé d'utiliser mes mains. Et oui, c'est terrible. Allez, on commence tout de suite avec les dernières infos du bord. Parce qu'hier, on les avait un petit peu oubliées. Donc, journée qui a été compliquée. Beaucoup de vent. Et le classement qui a évolué à l'instant, à 11h, avec Sam Goodchild, qui est passé devant Charlie Dalin. Il y a un petit décalage de trajectoire entre les deux. Donc ce qui fait un petit peu la différence. Parce qu'il y a eu un choix stratégique de certains concurrents avec la zone DST, donc la zone d'exclusion, vous voyez le petit carré rouge, au niveau de la pointe de l'Espagne, donc au niveau du Cap Finistère. Certains ont décidé de passer très proche des côtes, certains ont décidé de passer un peu plus éloigné des côtes. Donc c'est ce qui a fait la différence. Et ça s'est joué pendant la nuit. Voilà, il y a eu des petites différences. On l'a su que ce matin, parce qu'il faut savoir que contrairement à la Arca Ultimate Challenge où le classement était remis à jour toutes les heures, là il est remis à jour. Il n'est pas remis à jour entre 23h et 6h du matin. Vous voyez, il y a un gros trou pendant la nuit. Les remettre le classement, donc c'est pas facile d'avoir les informations. On va passer donc tout de suite à l'actualité de la nuit. Ça commence avec Thomas Ruyant. Petit problème pour Thomas Ruyant, enfin petit problème qui peut devenir grave dans certaines situations. Thomas Ruyant a une voie d'eau depuis quasiment le départ de ce Vendée Globe. Il faut savoir que c'est les skippers qui donnent les informations de problèmes techniques. Donc si les skippers ne veulent pas les donner, ils ne les donnent pas. Donc Thomas Ruyant, c'est pour ça qu'il est derrière Sam Goodchild notamment, parce que les deux bateaux sont assez proches en performance. Mais voilà, Thomas Ruyant a une voie d'eau, donc c'est-à-dire qu'il est à l'avant du bateau. Il est obligé de pomper régulièrement, voilà, donc d'éjecter de l'eau. Donc déjà, ça veut dire qu'il utilise de l'essence, ce qui était peut-être pas forcément prévu. Donc voilà, et puis il utilise plus d'énergie que prévu, Thomas Ruyant. Et puis, ça veut dire qu'il va falloir réparer. Son équipe technique dit que c'est réparable, ça il n'y a pas de problème. Le souci c'est qu'il va perdre du temps parce qu'il va falloir réparer. Alors il va falloir trouver le bon moment. Est-ce que ça va être au niveau des îles Canaries où parfois vous avez des zones de dévent, donc des zones un petit peu plus calmes, mais il risque de perdre un petit peu de temps, Thomas Ruyant, à ce moment-là. Autre souci pendant la nuit, Eric Bellion, déjà Stan Azwan qui a eu une très mauvaise nuit. C'est ce qu'il a dit en vidéo notamment. Beaucoup de problèmes pendant cette nuit. Il a eu déjà sa grand voile qui était bloquée au niveau des haubans. Donc les haubans, c'est ce qui tient un peu la grand voile. Le problème, c'est qu'il a coincé sa grand voile derrière. En même temps, il n'arrivait pas à rouler son spinnaker. Donc voilà, ça c'était l'idéal. Sauf que il commençait à y avoir beaucoup de vent, donc il fallait rouler, parce qu'il fallait enlever de la toile, sauf qu'il n'arrivait pas. Donc ça lui a pris une quinzaine, une vingtaine de tentatives, c'est ce qu'il a dit en vidéo. Et puis ensuite, il a réussi à remettre la grande voile, la grand voile correctement, sauf qu'il a recoincé sa grand voile. Donc il a encore perdu un petit peu de temps.
Il a dû même naviguer au près, donc faire un 180 pour se mettre au près, dans des conditions de mer qui n'étaient pas idéales. Donc ça a été une nuit très fatigante, on le voyait en vidéo, hein, elle était assez éreintée. Voilà, et ce qui fait qu'il avait un peu sous-toilé au moment où il a fait sa vidéo, donc en tout début de matin, en sortie de nuit. Et depuis, il a remis de la toile, et ça va un petit peu plus vite. Et puis, autre problème, eh bien, Sébastien Marcet, qui a fait un départ au tas, comme Alan Roura, mais ça, je pense qu'ils ne sont pas les seuls à l'avoir fait, c'est juste les seuls à l'avoir dit. Voilà, donc départ au tas, c'est-à-dire que le bateau s'est couché. Faut savoir que les IMOCA, certes, naviguent un peu tordus. Hein, c'est le principe d'un IMOCA, c'est que c'est un bateau qui mouille beaucoup, donc ça navigue tordu, soit d'un côté, soit de l'autre. Hein. Et c'est pas bancal, ça navigue pas à plat, un IMOCA, contrairement à un trimaran. Un trimaran, ça navigue à plat, un IMOCA, ça navigue sur le côté. Et le problème, c'est que parfois, eh ben, ça va un peu trop loin sur le côté, et ça, c'est ce qu'on appelle un départ au tas. Alors, il y a départ au tas et départ à la battée. Départ à la battée, c'est un petit peu plus léger que départ au tas. Mais grosso modo, on va faire simple en termes de langage. Départ au tas, c'est que tu te couches. Départ à la battée, et tu te couches, mais c'est juste que le bateau peine à avancer dans ce genre de conditions. Ça veut dire qu'il faut redresser le bateau. Donc il faut réussir à redresser le bateau donc avec la quille. Il faut savoir que c'est des quilles basculantes. Ça veut dire qu'avec la quille, vous pouvez faire ça ou ça. La quille, c'est la pièce qui est sous le bateau. Et donc il va essayer de remonter le bateau pour le remettre un peu plus droit et pour pouvoir avancer tranquillement. Donc Alan Roura était en train de le faire en vidéo. Sébastien Marcet, lui, il l'a fait et il l'a annoncé à la vacation, à la discussion de ce matin avec la direction de course. Bah voilà, on a fait le petit tour des petits problèmes techniques de tous les concurrents. Et pourquoi il y a eu autant de petits problèmes techniques cette nuit? Eh bien parce que les conditions climatiques étaient extrêmement difficiles. Enfin, extrêmement difficiles, on va pas aller jusque-là, mais c'était plus compliqué que prévu. Je vous avais dit hier, bon, c'est du 25-30 nœuds, ça va, les conditions de mer n'ont pas l'air d'être catastrophiques. Il semblerait que les conditions de mer, les vagues étaient ce qu'on appelle une mer pas très bien rangée, c'est-à-dire des vagues un petit peu dans tous les sens. Donc ça veut dire que c'est compliqué de faire avancer les bateaux dans ce genre de conditions, parce que ça perturbe la navigation. Et puis en plus, il y avait un choix technique à faire. On va revoir le choix stratégique qu'il fallait effectuer. Alors vous voyez, il y a cette zone-là, cette zone d'exclusion. Hop là, au large du Cap Finistère, donc la pointe de l'Espagne. On n'est pas très loin de Saint-Jean-de-Compostelle quand on est ici. Et donc là, vous avez cette zone-là. Il fallait réfléchir, soit on passait au large, ça veut dire avec des conditions de mer un petit peu plus faciles, et surtout en cas de tempête, on peut s'échapper vers l'ouest. Je ne me suis pas trompé, on peut s'échapper vers l'ouest en cas de problème, et vers l'est aussi un petit peu, même s'il faut faire attention à cette zone d'est. Et puis sinon, il fallait passer à l'intérieur. Normalement, c'est quelque chose qu'on fait assez rarement, parce que passer à l'intérieur, ça veut dire passer proche des côtes et ne pas avoir de vent. Sauf que sur les cartes, il semblait qu'il y avait pas mal de vent hier. Hein. On voyait qu'il y avait la zone était proche des côtes. Donc c'était une situation possible, en sachant que si tu passes à l'intérieur et que tu as du vent, tu peux gagner du temps. C'est ce qu'ont fait 12 à 13 concurrents qui sont passés donc plus à l'intérieur. Mais ça veut dire également faire pas mal de manœuvres. Si on regarde un petit peu Sam Goodchild, voilà, qui est en tête, vous le voyez. Donc lui, il a choisi la voie intérieure. On va enlever la météo. Quelques secondes, hop, pour que vous voyez bien. Donc il a choisi cette voie-là. Donc ça veut dire qu'il a fait, quand même, vous voyez, ça c'était la manœuvre d'hier après-midi. Donc pendant la nuit, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, bon, après, il est resté à peu près sur la même trajectoire. Donc 6, virement de bord. C'est costaud. Hein, pendant une nuit, à chaque virement de bord, je rappelle, il faut descendre les voiles, les remonter. Ça prend du temps. C'est pas juste tourner un volant, hein. Changer de direction avec un bateau, il faut basculer les voiles. Parfois, il faut tout matosser d'un côté et de l'autre. Donc matosser, ça veut dire changer, par exemple, la nourriture. Tout ce que vous avez à l'intérieur des bateaux, les sacs de nourriture, tout ça, il faut les passer du côté gauche au côté droite, ou du côté droite au côté gauche. Donc c'est compliqué, ça veut dire une dépense d'énergie qui est assez folle. Lui, il en a fait beaucoup. Vous voyez un Charlie Dalin. Charlie Dalin, lui aussi, est passé par l'intérieur. Mais d'autres concurrents
Tiens, Isabelle Yoshke qui est en train de le faire, elle passe par l'extérieur. C'est moins de manœuvres. Elle a fait 1, 2, 3, 4 manœuvres. Et elle en fera très peu ensuite. Et si on regarde une Justine Métro par exemple, qui elle aussi est passée alors, très à l'extérieur. Et vous voyez, Justine Métro, donc elle a fait des manœuvres rapprochées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a fait le même nombre de manœuvres, mais des manœuvres un peu plus au large. Mais vous voyez que c'était quand même techniquement plus compliqué de passer du côté de cette stratégie-là par rapport à d'autres concurrents qui, eux, sont passés un peu plus à l'extérieur. Voilà, regardez Boris Herrmann, lui, il n'a fait que deux changements de cap. C'est très intéressant de voir aussi, ça dépend des différents bateaux. On y reviendra, les bateaux ont certaines qualités, d'autres n'en ont pas forcément les mêmes. Ça change un petit peu la stratégie. Donc vous voyez, Boris Herrmann, lui, il n'a fait que 2 changements de direction, donc il gagne beaucoup de temps parce que lui, il a seulement dû faire ça 2 fois. Il gagne de l'énergie aussi, qui va peut-être lui servir pour le passage des Canaries un petit peu plus tard dans la course. On regarde un petit peu le classement, des petits changements au niveau du classement. Pour le moment, c'est Sam Goodchild qui est en tête, le bateau vulnérable, qui est l'ancien Linky Daout, l'ancien bateau de Thomas Ruyant. Ils sont dans la même équipe. Il faut savoir que les 2 bateaux ont le même nom, sauf que ce ne sont pas les 2 mêmes bateaux. Vulnérable, c'est l'ancien bateau avec Sam Goodchild. Et l'autre bateau, c'est celui de Thomas Ruyant, qui est un bateau neuf. Donc, Sam Goodchild, et ça se passe plutôt pas trop mal pour Sam Goodchild, qui prend la tête de la course ce matin à 11h face à Charlie Dalin. Alors, c'est dû à un décalage de trajectoire. Il y en a un qui est un peu plus proche de l'orthodromie que l'autre. L'orthodromie, la route idéale pour la course. Donc, c'est ce qui fait la différence. Voilà, vous voyez que là, il est un petit peu plus proche de cette ligne-là que Charlie Dalin. Donc c'est ce qui fait un petit peu la différence du côté de Sam Goodchild, qui nous ils sont à peu près au même écart. Mais je rappelle qu'hier Charlie Dalin a compté jusqu'à 23 000, 24 000 d'avance, notamment sur Sébastien Simon, groupe Dubreuil. Donc c'est-à-dire que certains concurrents ont réussi à revenir de l'arrière. Grâce à cette stratégie de passer proche des côtes. Il faut savoir que c'était pas si évident que ça parce que les cartographies, des fois au niveau de la météo c'est pas toujours très précis. Il y avait des endroits où il n'y avait pas de vent parce que les cartographies ont du mal à avoir des zones de dévent à cause des côtes. Il faut savoir que là vous passez très proche des côtes quand vous faites cette stratégie là, donc forcément vous avez des zones avec un petit peu moins de vent, mais ça s'est bien passé pour Sam Goodchild. On rappelle Linky Daout, un bateau qui a déjà fait le Vendée Globe avec Thomas Ruyant. C'était il y a 4 ans, ça s'était plutôt bien passé pour Thomas Ruyant dans cette première partie de course où il avait été très rapide. Ensuite il avait perdu un foil dans l'océan Indien. Deuxième, Charlie Dalin toujours là avec son massif. Alors hier on l'avait quitté, Charlie Dalin, il avait 10 000 d'avance, il en a eu jusqu'à 23-24 hier, ça a été son pic par rapport à Sébastien Simon. Et puis ensuite l'écart s'est un petit peu réduit et ce matin, donc Sam Goodchild reprenait des 1000 déjà à 7h en fin de nuit, donc voilà, l'écart s'est resserré. Par contre, Charlie Dalin, il a une belle avance sur tous les concurrents derrière parce que vous voyez que Thomas Ruyant est déjà à 36 000 nautiques, c'est-à-dire qu'il a déjà 1 heure d'avance quasiment, plus d'1 heure même sur ces concurrents-là, donc ça c'est très très bien. Il doit avoir 1h20, 1h30 à peu près d'avance. 36 nœuds. Enfin, dans certaines conditions, ça doit aller jusqu'à 1h30, donc c'est vraiment pas mal pour lui. C'est-à-dire que c'est de l'avance qu'il aura pu à construire. Donc, il peut faire une erreur par rapport à un Thomas Ruyant. Il peut faire une erreur dans le poteau noir, il a le droit à une erreur. Petite erreur stratégique, mais il a le droit à une erreur quand même. 3e, Thomas Ruyant. 4e, Johan Richomme, qui est bien remonté pendant la nuit dans le classement, parce qu'il était un petit peu plus loin, Johan Richomme. Donc il est là, Johan Richomme. Hop, on va le voir un petit peu plus près. Voilà, donc lui il est proche de l'orthodromie, c'est pour ça que ça le place 4e. Vous voyez, lui il a choisi une stratégie totalement différente. Alors oui, il est passé à l'intérieur, dans le DST, donc cette zone d'exclusion du Cap Finistère, mais ensuite il est parti totalement vers l'ouest. Voilà, stratégie différente. Autant certains font route plein sud. Lui, il a décidé de partir plein ouest. Donc avec un petit peu de vent au portant. Et on va voir si ça va être bien au niveau des moyennes.
pour Johan Richomme. On parlera des moyennes sur 24 heures en fin de vidéo. Jérémy Bayou également, même stratégie, partie plein ouest également, avec également Sébastien Simon. Donc c'est pour ça que l'écart entre Sébastien Simon et Charlie Dalin s'est agrandi. Désormais, il y a quasiment 50 000 entre les deux. Oui, mais c'est en largeur, c'est pas forcément en longueur, on va dire, en distance de course. Donc voilà, les deux sont partis plein ouest, en sachant que si lui aussi il est passé à l'intérieur, parce que certains sont pas passés à l'intérieur. Yannick Bestaven, lui c'est le premier concurrent qui a décidé de contourner par l'extérieur, plus par la mer, cette zone de DST, donc qui n'est pas passé par l'intérieur. Il l'a dit, il voulait faire moins de main-d'œuvre et il n'était pas sûr qu'il y avait totalement le vent qui était indiqué sur les cartes. Il faut savoir que ce sont des stratégies qui ont été faites avant le départ, parfois, qui sont ajustées par les concurrents pendant la course, mais encore une fois, on fait la stratégie quasiment jusqu'à l'équateur. Vu le temps de course qui va être de 10 jours, la météo sur 10 jours, surtout qu'ils ont une météo précise, donc ils font la météo sur 10 jours. Donc là, on voit situation qui est pas mal pour Yannick Bestaven, qui est passé donc encore une fois par l'extérieur du DST. Ça veut dire que le bateau va vite, Maître Coq, parce que c'est vrai que le problème de Maître Coq 5, c'est qu'il a eu tellement de petits pépins techniques que c'est un concurrent où on ne sait pas trop les références de ce bateau au final en termes de vitesse, donc ça va pas trop mal. Louis Burton, vite. Lui est passé par l'intérieur, donc Boris Herrmann, qui lui a une trajectoire très différente de ses petits camarades, il est passé un peu plus dans la tempête. Boris Herrmann, mais je vous rappelle encore une fois, le Malizia, ce bateau, plus lourd, plus costaud, on va dire. Surtout, le principe même de ce bateau, c'était de tenir des cadences dans une mer déchaînée. Autant vous dire que pendant la nuit, la mer était un petit peu déchaînée. Eh bien, ça a fonctionné pour Boris Herrmann. Il a fait une belle remontée parce qu'hier, il était 24e quand on avait fait le point sur la course. Aujourd'hui, il est 8e, donc bien plus haut. Et Paul Meillat lui a perdu quelques positions avec Biotherme, malgré son passage par l'intérieur. Et Justine Métro, elle aussi, est passée très au large. Elle l'a dit, c'était parce qu'elle voulait avoir plus de vent. Même si elle considérait que cette route-là n'était pas un grand désavantage par rapport à la route intérieure. C'est-à-dire, vous savez qu'on fait des calculs, on essaye de voir, tiens, cette stratégie-là a permis d'arriver à tel point à quelle heure. Par exemple, le point de référence, ça va être, je sais pas, ça va être les îles Canaries. Donc elle regarde, elle calcule avec la performance de son bateau. Donc si en passant par là, ça lui fait gagner beaucoup de temps par rapport à si elle passe par l'extérieur. Et elle a considéré qu'elle ne gagnait pas suffisamment de temps, donc elle ne voulait pas faire cette stratégie-là au niveau de ses calculs. Donc elle a décidé de passer par l'extérieur. Premier bateau non-foiler, c'est Benjamin Ferré avec Montnoyeur Duo for Job pour le moment. Donc ce bateau-là qui a beaucoup de références, je rappelle, bateau notamment d'Armel Le Cléache ou de Clarisse Kremer, qui a été la référence avec le bateau Hubert du côté des voiliers à dérive. Et bien ça se passe plutôt bien pour Benjamin Ferré, qui se retrouve donc premier non-foiler. Après, on sait que c'est peut-être le favori, encore une fois avec Jean-Luc Ham, dans cette catégorie. Parce que vous voyez qu'en vitesse pure, ils ont quand même du mal à rivaliser. Clarisse Kremer remonte un petit peu au classement à la 13e place. Et donc Alan Roura, quand même 15e, c'est pas mal pour Alan Roura, malgré ses petits problèmes. Benjamin Dutreux, lui aussi par plein ouest. On voit, il y a deux stratégies. Alors, il y a deux premières stratégies. Soit on passe par l'intérieur, soit on passe par l'extérieur ici, dans cette zone d'exclusion du trafic. Et ensuite, il y a encore deux autres choix stratégiques. Soit on part plein sud. La plupart des concurrents qui partent plein sud, c'est quand même des concurrents qui sont passés par l'intérieur, même s'il y en a quelques-uns. On voit Violette d'Orange qui sont passés par l'extérieur. Mais bon, c'est plutôt cette stratégie-là. Boris Herrmann aussi, qui est passé par l'extérieur. Donc eux, ils vont aller plein sud, les autres vont aller plein ouest. En termes de stratégie. Pour l'instant, les deux derniers concurrents en course, si on descend un petit peu le classement, eh bien c'est Manuel Cousin, Oliver R et Nicolas Luven. Alors pourquoi Nicolas Luven, il est en décalage en termes de classement? Vous allez me dire, All Team PRB, je l'ai mis parmi les favoris de la course, pour l'instant c'est pas exceptionnel. Hop là, eh bien parce qu'il est parti tout à l'ouest, lui. Donc il est vraiment très loin de la route idéale.
très loin de l'orthodromie. J'ai du mal à comprendre pourquoi il est parti autant plein ouest. Est-ce que c'est pour essayer d'éviter, enfin d'anticiper le mouvement de course que sont en train de faire Charal et autres mais je trouve qu'il s'éloigne quand même beaucoup de la route idéale. Donc quand vous vous éloignez de la route idéale, il faut que la vitesse soit très bonne par rapport à vos concurrents. Or, lui il navigue à 25. Pour le moment, les autres naviguent à 22. Donc ça fait un écart de 5 nœuds. Est-ce que ça va être suffisant pour récupérer pour le moment un écart de 190 000 nautiques, ce qui est quand même beaucoup. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir pour Nicolas Luven. Les conditions de vent dans les jours à venir, les heures à venir. Donc lui, il va être un peu plus dans la tempête. Dans 5 heures, tiens, on regarde. Bien vous voyez, les conditions de vent elles seront plus fortes ici que là. Donc peut-être que Nicolas Luven a plutôt joué la sécurité ou peut-être qu'il veut tirer un bord jusqu'aux Canaries. C'est peut-être son objectif de tirer un bord jusque là. Ça me semble culotté. Et on voit que dans les heures à venir, le vent va rester fort sur les concurrents. Donc qui vont être un peu propulsés vers une zone de transition. Comme toujours, c'est jamais simple. Voilà, ici, on a les Canaries. Hop là, vous voyez, ça, c'est les îles des Canaries. Et donc, c'est toujours une zone où il y a un peu moins de vent. Et puis, en plus, ça va pas être facile, les Canaries, parce que vous avez 2 zones d'exclusion, encore une fois, de trafic. Donc, il va falloir voir comment on va s'en sortir. Et puis, c'est surtout qu'on ne peut plus passer par les Açores. Parce qu'avant, il y avait un peu un passage par les Açores, où parfois on allait par les Açores et on passait pas par les Canaries. Là, c'est juste pas possible parce que vous avez une zone d'exclusion des cétacés quasiment autour des Açores. Donc ça change un petit peu la donne. Mais on voit qu'en termes de météo, le vent reste fort. Donc je pense que Nicolas Luven, à un moment, il va faire un virement pour tenter de faire comme ça en termes de trajectoire, de monter peut-être encore un petit peu ici, puis de faire qu'une manœuvre, essayer d'arriver aux Canaries. Mais bon, je pense qu'il va prendre du retard. Après, ça, ce n'est que mon avis. On verra sur la réalité, est-ce que ça marchera ou est-ce que ça marchera pas. Et vous voyez que certains concurrents vont encore se prendre du vent fort pendant cette nuit. Parce que vous voyez qu'au large du Portugal, dans 17 heures, donc les concurrents chinois, peut-être Oliver Air, qui seront ici, ils auront encore beaucoup de vent. On indique 30 nœuds. Et au niveau du courant, on indique peu de houle par contre. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que la mer sera un petit peu mieux ça laissait courant, la houle. Oui, non, il y aura des creux de 4 mètres quand même. Donc c'est encore plus important qu'hier. Donc oui, ça va être un front qu'il va falloir passer, qui va être compliqué pour les concurrents. Rien n'est fait encore au niveau des concurrents. Il va y avoir encore beaucoup de choses qui vont se dérouler. On est qu'au début de course, tout simplement. Ça, c'est pas une surprise. On regarde un petit peu les moyennes sur 24 heures pour les concurrents de tête. Donc Sam Goodchild sur 24 heures, 15 nœuds de moyenne. Donc on a vu bien mieux, mais ça montre quand même que ça a bien augmenté en 24 heures. Charlie Dalin, lui, est à 15 nœuds aussi. Et puis Thomas Ruyant, 13. Johan Richomme, 16 nœuds 20. Donc c'est pas mal. Ça montre qu'il est bien revenu de l'arrière. Boris Herrmann est à 13 nœuds, comme Luc Burton, comme Bestaven. Donc on voit que Johan Richomme a un bateau qui marche bien, qui est rapide. Et puis Benjamin Ferré, quand même à 12 nœuds, avec un bateau non foiler. Jean Le Cam aussi. Donc ça montre qu'ils sont capables de rivaliser avec les foilers d'ancienne génération. C'est un peu plus compliqué avec les foilers de nouvelle génération. Je vous en ai pas parlé, mais Samantha Davis est un petit peu loin encore au classement. Elle est seulement 21e. C'est un début de course pas exceptionnel de la part de la Britannique. Et la première féminine, c'est donc Clarisse, c'est Justine Métro, voilà, qui est la première féminine avec Teamwork. Voilà. Et puis, voilà, je crois qu'on a bien fini le classement. Je crois qu'on a un petit peu tout dit sur ce qui s'est passé aujourd'hui. On se retrouve demain. Demain, on aura encore pas mal de choses à dire. Du côté des concurrents qui auront quitté, je pense, on sera au sud du Portugal. Et on commencera vraiment à anticiper cette zone de transition au niveau des Canaries. Un petit peu au-dessus des Canaries, souvent elle est cette zone de transition. Une zone où il va falloir jouer avec le vent, parce que c'est-à-dire que le vent va être un petit peu plus faible, et il va falloir trouver la bonne solution en termes de stratégie, mais c'est ce qu'on verra demain, et puis il y aura peut-être encore des problèmes
pour certains des concurrents sur leur bateau. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc demain à la même heure pour faire le débrief de cette journée numéro 3. Allez, ciao, ciao!